juillet 2011, au large d'Aleria, une petite commune située à l'est de la Corse. À bord de son catamaran le Dédalus, Guido Gay, un ingénieur italien passionné d'épaves, localise grâce à son sonar une épave inconnue située à plus de 300 mètres de profondeur. Grâce à son robot sous-marin Pluto, il capture les premières images des vestiges de l'épave. On y découvre des amphores éparpillées sur une surface de plus de 200 mètres carrés. Il pourrait s'agir d'un navire datant de l'Antiquité. Impossible à ce stade de savoir à quelle époque précise ce bateau a coulé, d'où il provenait et ce qu'il transportait. Dans les images qu'on avait eues, on voyait bien qu'une grosse partie de la cargaison était composée par de la céramique fine. On voyait aussi des amphores différents et variés, la plupart espagnols, au moins ça ressemblait à des amphores espagnols. Donc déjà ça rendait l'épave assez exceptionnelle parce que tous les épaves de ce type qui sont dans des, disons, profondeurs plongeables ont été complètement pillées ou dispersées par la force de vagues. Et c'est pour ça aussi qu'on a mis cette épave, disons, dans les priorités de nos expertises au Drasme. Voici les images filmées en 2013 par un robot sous-marin lors de la première mission menée sur le site par les archéologues français. À l'époque, la visibilité est rendue très réduite par la présence de milliers de crevettes, alors en période de reproduction. Le site a été ravagé par le passage des filets de bateaux de pêche, mais certaines parties de l'épave sont encore parfaitement conservées. Le navire transportait des amphores de plusieurs types, mais aussi une quantité importante de lampes à huile. À certains endroits, elles sont encore alignées par dizaines, exactement comme elles avaient été embarquées à l'époque dans la cale du bateau. Les archéologues décident alors de prélever certains objets qui leur permettront de faire progresser leur enquête. C'était une opération très longue. On est arrivé à récupérer 11 objets très ciblés pour essayer de mieux déterminer l'origine des objets et la typologie de la cargaison. Une série d'objets appartenant à la cargaison de vaisselle, des pots, des petits coupelles, des tasses, avec des productions particulières, c'est-à-dire on a essayé de prendre paraffine et d'autres types de céramiques assez particuliers qui avaient une couleur très visible blanc, qu'on ne connaissait pas, que je n'arrivais pas à reconnaître sous l'eau, et une lampe, et après une série de cols d'amphores pour avoir une idée de différents types. On a récupéré aussi une tige de candélabre en bronze qui était posée juste sur la zone où les lampes à huile en céramique ils étaient encore en place, alignées. C'était assez rare de le voir comme ça, une petite zone épargnée par les chaluts. De retour de mission, les 11 objets prélevés sont immédiatement nettoyés et restaurés. La pièce métallique, d'abord, est immédiatement identifiée. Elle servait à fixer entre elles 2 pièces de la coque du navire. Aujourd'hui, une partie du bateau a disparu. Seules quelques pièces de bois sont encore visibles, disséminées sur le site. Le reste dort sous la cargaison, enfoui sous la vase depuis des siècles. La tige en bronze à présent. L'analyse de ces détails permet aux archéologues de retrouver à quel type d'objet elle a appartenu. Il s'agissait d'un grand candélabre, semblable à ceux retrouvés dans les vestiges des fouilles de Pompéi. Un objet très répandu du temps de l'Empire romain. Mais parmi tous les vestiges prélevés sur l'épave, c'est un petit objet en céramique qui va faire progresser l'enquête. À première vue, il s'agit d'une simple lampe à bec rond équipée d'une anse. Mais sur le fond de l'objet est imprimée une inscription. On y distingue parfaitement plusieurs lettres
LMVNPHILE. Ces lettres étaient à l'époque imprimées par les potiers pour signer les objets qu'ils fabriquaient. On a eu vraiment un coup de chance. Ce nom du fabricant est connu et c'est un fabricant qui a recensé les timbres L. Mun File correspond à Lucio Muniatius Filemo, un homme d'origine grecque, fabricant, un affranchi que travaille dans un atelier à Rome, dans le plein centre de Rome, et qui est actif entre les 90 et les 130 après Jésus-Christ. Cette famille est assez connue, les Luci Muniati. Ces toutes dernières années, les fouilles qui ont été menées à Rome sur l'école de la colline du Gianicolo a restitué un déchet de cuisson, donc un indice sûr de la présence d'un atelier, d'un four de céramique avec les timbres du même nom. C'est clair que cet atelier était placé dans cette zone précise, dans le plein centre de Rome, pas loin du Tibre, donc pas loin du port fluvial de Rome. Configuration presque parfaite. Une analyse détaillée des photos prises par le robot au cours de sa première plongée sur l'épave montre que ces lettres sont bien visibles sur de nombreuses lampes de la cargaison. Elles ont donc été fabriquées dans un atelier tout près de Rome, entre 90 et 130 après Jésus-Christ. Un premier indice qui permet d'affiner la date du naufrage et qui pourrait signifier que le navire venait peut-être de Rome, qu'il aurait quitté en passant par le Tibre ou du port d'Ostie. Pour continuer son enquête sur la mystérieuse cargaison de l'épave d'Aleria, Franca se rend dans un laboratoire de l'université d'Aix-Marseille. Elle vient y rencontrer Michel Bonifay et Claudio Capelli, deux des plus grands spécialistes mondiaux des céramiques anciennes. Ici sont conservés des amphores venus des quatre coins de la Méditerranée. Chaque amphore est classé selon sa forme, sa taille, ses anses, son épaisseur ou le contour des lèvres de son col. Bon Michel, je vais te remontrer l'école. Voilà, il est beau. Après avoir déterminé la provenance des petites lampes, l'objectif de Franca est à présent d'identifier un col d'amphore qu'elle a prélevé sur l'épave d'Aleria. Je ne savais pas trop à quoi ça correspondait. C'était une forme que je n'avais, moi personnellement, jamais vue. Au début, je pensais à une production espagnole et quand il est arrivé à bord, j'ai vu que pour sa forme et pour les types des pattes, ça rappelait plutôt les productions africaines. Mais pour moi, c'était vraiment une forme assez étonnante. Une analyse rapide du vestige permet déjà à Michel Bonifay de proposer une première hypothèse. Ça oui, ça c'est la poire. Ça, c'est la poire, oui. C'est une amphore. C'est une amphore. Africaine, c'est-à-dire qui vient des régions romaines de l'Afrique. Mais on peut en dire beaucoup plus, parce que d'abord, c'est une amphore qui n'est pas très fréquente. C'est pas un type extrêmement répandu, donc il est facile à pister, à reconnaître. Le seul exemplaire complet de cette amphore, pour l'instant, est connu à Hammamet, en Tunisie. On a fouillé une nécropole, un cimetière romain avec plus de 2000 tombes qui ont été ouvertes. Dans cette nécropole, les Romains se servaient des amphores comme dalles de couverture, et on a, pour certaines tombes, certaines inhumations, 5 ou 6 amphores entières déposées à cheval sur la tranchée qui contenait le corps, pour fermer la tranchée. En comparant le col retrouvé sur l'épave avec celui des amphores retrouvés dans le cimetière romain de Hammamet, on distingue parfaitement les similitudes entre les deux. Il est alors possible de redessiner l'amphore d'Aleria telle qu'elle était avant d'être détruite lors du naufrage. Grâce à la correspondance avec l'amphore d'Hammamet, les experts peuvent affiner à la fois la provenance de l'objet et l'époque à laquelle il a été fabriqué. Alors tout d'abord pour la datation, ça colle très bien avec ton épave parce que la tombe est probablement de la première moitié du IIe siècle. Donc on reste bien dans ce que la datation que tu proposes pour ton épave. Ensuite, pour ce qui est de l'origine, un des ateliers les mieux connus de Tunisie
celui de Leptiminous, qui est donc la ville actuelle de Lamta, dans le Sahel tunisien. Et dans les publications de cet atelier, il est démontré que ce type d'amphore est très fréquent. Donc on a déjà pratiquement la certitude que ce type d'amphore était fabriqué à Leptiminous. Là, c'est assez usé, mais je ne sais pas si tu vois ces cannelures sur les anses, c'est très visible. Ça, c'est une caractéristique non seulement de ce type, mais d'autres types produits à Leptiminous. Voilà. Après, la couleur de la pâte, bon, c'est quand même quelque chose qui est tout à fait aussi compatible avec ce qu'on a à Leptiminous. L'amphore prélevé à Aléria pourrait donc avoir été fabriqué dans l'actuelle ville de Lamta, située à l'est de la Tunisie. Au IIe siècle de notre ère, la région faisait partie de l'Empire romain. La ville s'appelait à l'époque Leptiminus. Pour valider l'hypothèse de Michel Bonifay, Claudio Capelli va réaliser une analyse plus fine de la pâte utilisée pour fabriquer la céramique. Pour identifier la provenance de l'argile, les experts disposent de plus de 10 000 échantillons prélevés sur des amphores retrouvés dans toute l'Europe et en Afrique du Nord. Donc la pâte, même si la pâte est très altérée par la permanence dans l'eau salée, donc on peut voir très bien les grosses inclusions des quartz qui sont bien caractéristiques de l'Afrique. Donc moi je pense que c'est vraiment une seule production, un seul atelier qui a produit ce type d'amphore exactement avec la même forme et la même pâte, avec la même matière première et les mêmes techniques de production. Et il me semble que les concordances avec les pâtes de l'atelier de Leptiminus sont assez bonnes, donc la pâte est compatible avec la production de Leptiminus. L'analyse des autres objets prélevés sur l'épave va également apporter de nouveaux indices. Les gobelets à une anse et le brûle-parfum sont des céramiques connues produites très probablement dans un atelier près de Rome. Les pots de couleur blanche ont eux déjà été découverts sur d'autres sites de fouilles, tout près du port d'Ostie sur la côte italienne. Quant aux amphores présentes sur l'épave, elles proviennent d'une grande variété de régions en Europe. Quand on s'est rendu compte qu'il y avait un cargaison qui était composé par des amphores qui venaient vraiment de toute la Méditerranée, des Grèces, on reconnaissait bien en plusieurs productions du bassin de l'Égée, des africaines, on les reconnaît bien parce qu'elles sont très cylindriques, après des amphores gauloises et effectivement des productions espagnoles, mais aussi des productions italiennes, très très particulières qu'on connaît très peu, des petites amphorettes à fond plat. La cargaison d'Aléria contenait donc des produits provenant des 4 coins de l'Europe méditerranéenne. Des amphores venant d'Italie, d'Afrique, d'Espagne, de Gaule ou de Grèce. Des céramiques fabriquées en Italie. Ce mélange d'objets et de produits permet de déduire des informations cruciales sur le bateau. Si on a des amphores qui viennent de toute la Méditerranée, plus un grand lot de céramiques fines qui vient de Rome, c'est clair que toutes ces marchandises des amphores de la Méditerranée sont arrivées à Rome ou à Ostie et là-bas ont été stockées pour après recomposer une nouvelle cargaison dans un autre bateau dans lequel aussi la production artisanale de Rome a été chargée. Donc nous sommes d'avant un commerce qu'on appelle de redistribution. Les produits présents sur le site de l'épave d'Aléria avaient donc d'abord été acheminés vers Rome par bateau, puis stockés. La cargaison avait alors été recomposée à bord d'un seul bateau pour être redistribuée à ses destinataires. C'est ce bateau qui fit naufrage au tout début du IIe siècle, tout près des côtes de la Corse, non loin de la ville d'Aléria. De fait, cette épave montre aussi bien l'ampleur et la complicité de ces grands marchés qui est la Méditerranée romaine. Toutes les différentes régions de la Méditerranée qui font partie de l'Empire font des commerces, apportent des produits qui suivent des routes très organisées. Les bateaux arrivaient dans des grands ports
où il y avait des entrepôts dont on stockait les marchandises, on récomposait des cargaisons qui étaient après redistribuées, donc avec des agents commerciaux, comme aujourd'hui, hein, et des contrats de frais des bateaux avec des armateurs. C'était vraiment un complexe et immense marché de l'époque romaine. Il faut penser que nous, on parle beaucoup d'amphore, mais l'amphore, c'est un peu l'équivalent d'une grosse bouteille actuelle. Ce qui était important, c'était le contenu. Et donc, cette épave nous montre qu'à Rome arrivait et après était redistribué, par exemple, du vin qui venait des Grèces, du bassin Égène, mais aussi d'Italie centrale et de la côte de Naples. Après, il y a des sauces de poisson et des salaisons qui sont contenues dans des amphores qui probablement viennent des Bétiques, qu'on a reconnues sur l'épave, de l'huile qui vient toujours des Bétiques, c'est-à-dire de l'Andalousie actuelle, qui étaient les principaux fournisseurs d'huile à cette période et pendant presque 3 siècles. Il y a aussi un lot important de vin et qui vient encore une fois d'Espagne, des Tarraconaises. Et c'est encore plus intéressant parce que ces vins arrivent à Rome et après ils repartent vers la côte occidentale, vers la Gaule. Donc on voit bien que les circuits étaient bien complexes. C'est vraiment une cargaison très variée qui montre bien la différence des produits qui circulaient à cette époque dans l'Empire, la totalité de l'Empire, parce que toutes ces régions font partie de l'Empire romain. Des lampes fabriquées par Lucius Muniatus Filemo ont également été retrouvées dans l'ancienne ville d'Aléria, en Corse. Ça veut dire que où les mêmes bateaux dans un voyage précédent qui s'était mieux passé que celui-là avaient déjà déchargé des marchandises en Corse avant de se diriger vers la Gaule. Parce qu'après, ce type de marchandises, ces lampes en particulier, on les retrouve dans plusieurs sites de toute la côte méridionale de la France, jusqu'à Narbonne. Donc, on a une information qui est assez exceptionnelle en archéologie sous-marine. On connaît les points de départ du bateau assez précisément, la ville déjà même, et pas la région, et aussi probablement une de ses destinations principales, c'est-à-dire la Corse et plus précisément Aléria. Et ça, c'est assez rare. Quelques mois plus tard, l'équipe du Drasme repart en mission au large d'Aléria pour une nouvelle plongée sur l'épave. Cette fois, les archéologues espèrent avoir une meilleure visibilité au fond de l'eau pour réaliser ce qu'on appelle une photogrammétrie du site. Une technique qui permettra de le reconstituer en 3 dimensions dans son intégralité. C'est le robot sous-marin Perseo, équipé d'appareils de prise de vue adaptés aux grandes profondeurs, qui est envoyé sur l'épave. Sa mission, prendre des milliers de photos des vestiges éparpillés au fond. Les clichés seront ensuite introduits dans un logiciel de reconstruction. À plus de 300 mètres de profondeur, les premières images du robot permettent aux archéologues de découvrir le site avec une visibilité optimale. Et si on fait descendre une mire. Dans la cabine, l'équipe commence par relever le périmètre de la zone sur laquelle sont concentrés les objets et crée des repères pour mieux se déplacer et pour cartographier les parties visibles du site. Le problème, c'est qu'après, on ne voit plus le fond. Si, on le voit, on le voit. Tu peux aller là ? Si. Là, tu nous dis ? Il faut aller en direction du point 5, P5. Pour l'instant, les archéologues ne peuvent observer le site que par petits morceaux en regardant le retour écran des caméras installées sur le robot sous-marin. Mais le travail de photogrammétrie va leur offrir une vision totalement nouvelle du site de fouille. Le robot effectue des allers-retours au-dessus de l'épave selon un trajet très précis pour photographier les vestiges dans leurs moindres détails.
Les milliers de clichés sont ensuite assemblés les uns aux autres grâce à un logiciel de reconstruction. Et voici la vue complète de l'épave d'Aléria. Grâce à cette reconstruction d'une extrême précision, il est à présent possible de prendre les mesures du site dans son ensemble, de localiser les vestiges les uns par rapport aux autres, et même de distinguer très clairement le passage du chalut de pêcheurs qui a détérioré l'épave. La première surprise positive, c'est que quand on avait une vision très rapprochée, on avait l'impression qu'il avait été quand même très dispersé. Au moins la partie, disons, de la cargaison, de la vaisselle. En réalité, quand on a eu la restitution photogrammétrique, je me suis rendu compte que oui, sans doute il a été endommagé par ces traits des chaluts qui le partagent presque à moitié, mais l'épave était encore bien reconnaissable. Donc ces dimensions, on pouvait les reconstruire. Parce qu'une photogrammétrie, ce n'est pas une photomosaïque, c'est un vrai relevé, donc on peut prendre des mesures qui sont précises. Chaque objet a vraiment sa position comme dans un plan. Donc j'ai pu voir assez clairement que toute la partie, disons, nord-ouest du site était encore en place, donc encore à la disposition des amphores. À cette profondeur, sans doute, le bateau a coulé vraiment en vertical et il s'est posé sous le fond. C'est un clou. Après, les bateaux a été éventrés par les chaluts. Hein. Quelques mois plus tard, Franca retrouve Pierre Poveda, expert en architecture navale ancienne, pour analyser les résultats de la photogrammétrie. C'est vraiment les centres. C'est vraiment le bateau. Si. Mais tu regardes, tu vois même là, tu le vois là. Tu vois les planches. Oui, j'imagine quand tu me le dis qu'on les voit. Oui, je considère qu'on est autour de 130 après Jésus-Christ. C'est un bateau qui est sans aucun doute parti des Roms, où il a réformé sa cargaison. Donc c'est quand même un bateau assez gros, quoi. Oui, c'est gros. En analysant la répartition de la cargaison du bateau, Franca et Pierre peuvent imaginer comment le chargement avait été organisé à l'intérieur du navire et surtout estimer ses dimensions. Méridionale de la Gaule jusqu'à les îles Baléares. Donc, c'est vraiment... Là, tu vois, tu arrives à voir un peu toute la forme du bateau. Ouais. Finalement, les chaluts, ils l'ont cassé, mais là, tu vois bien, ils se sont pris... Sans doute, ils ont fait plusieurs passages. Mais quand même, l'épave, tu vois bien toute la partie des cargaisons des amphores, lourde, surtout la partie d'amphores qui vient d'Espagne. Et là, tu as les amphores grecs qui sont dans ces zones-là, comme ça. Tu vois, tu les vois là, tu vois. Ça, c'est les Knossos 19 et des bétiques. Tu en retrouves ici. Ça, c'est les rhodiennes. Les africaines, ils sont là. Quelques-unes est là, quelques-unes est là. Et après, tu as toute la vaisselle de cuisine. Et là, ces deux tuiles en particulier, tu vois des traces comme des brûlures. Donc, on devrait être là à la partie avant, si on pense que la cuisine est sur la partie avant. Et l'axe, je dirais que ça, les bateaux, c'est implanté comme ça. Donc, l'axe, tu devrais avoir ça, tu vois. Donc, ça, plus ou moins, ça marche. Parce que là, si tu penses qu'on est sur 20 mètres, là, ça veut dire qu'il y a quand même quoi ? Je pense qu'on a un bateau plus aux alentours de... Enfin, on a 20 mètres de chargement, mais plus pour 25-27 mètres de longueur et 7 ou 8 mètres de large. C'est quand même pas négligeable. Un bateau moyenne de cette époque. Hein, c'est pas... Un bon bateau moyen. Pour Franca et Pierre, l'enquête n'est pas terminée. Grâce au relevé du robot sous-marin, ils travaillent maintenant sur une reconstruction du bateau en 3 dimensions. Mais l'énigme d'Aléria a tout de même déjà révélé de nombreux secrets. L'épave retrouvée en 2013 est donc celle d'un navire datant approximativement de l'an 130 après Jésus-Christ. Il transportait de l'huile, du vin et de nombreux objets en céramique. Il avait quitté Rome et se dirigeait vers la Gaule avec une escale prévue en Corse.
Pourquoi a-t-il fait naufrage tout près des côtes d'Aléria? Cette question restera à jamais sans réponse.